Il existait il y a longtemps un pirate d'une redoutable volonté, qui arrivait dans toute situation à parvenir à ses fins. Il se jouait de ses adversaires dans n'importe quelle discipline et demandait à chacune de ses victoires de voler un pirate de l'équipage adverse ou de lui prendre son drapeau. Sa cruauté était tellement connue qu'elle fit de l'ombre au diable en personne. Celui-ci, se sentant menacé, proposa un jeu au jeune pirate pour mettre fin à sa légende. Se croyant plus malin, Davy Jones accepta. Mais bien qu'ayant un esprit des plus futés, celui-ci perdit. Le diable, vainqueur, maudit Davy Jones à errer au fond des océans. Par respect pour cet homme qui défia le démon, les pirates jurèrent de perpétuer son jeu préféré, le Davy Back Fight, et de jeter, avant chaque partie, 3 pièces au fond de l'océan pour célébrer la volonté de ce pirate légendaire. Davy Jones, cette légende du fond des océans remonte à la surface et il est prononcé par le pirate le plus puissant de son époque, Rogue Dig Zebek, dans le lieu le plus sécurisé du monde, Pangea, sur Marie-Géas, Terre Sainte, la chambre des fleurs, l'antre d'Imsama, le lieu le plus sécurisé du monde et qui voit s'affronter les 2 antagonistes finaux de l'œuvre. Ce chapitre est le plus gros chapitre écrit par Eiichiro Oda, tant il nous révèle la vie incroyable du pirate le plus libre du monde, Rogue Dig Zebek. Ce chapitre de légende, très certainement le chapitre le plus important depuis 28 ans, est un écran de fumée de la part d'Eiichiro Oda. Bien sûr qu'on est hype par le personnage de Rogue Dig Zebek et son parcours impressionnant. Jamais un pirate n'avait commis autant de méfaits dans One Piece, même pas Gold Roger. Bien sûr qu'on est impressionné par le fait qu'il ait réussi à enlever 5 rois lors d'une rêverie. Bien sûr qu'on est impressionné qu'il réussisse à se rendre sur le château de Pangea, dans la chambre des fleurs, le lieu le plus sécurisé, et qu'il menace Imsama. Mais pourquoi est-ce qu'il cite le nom de Davy Jones? Bien sûr qu'on est impressionné par le combat de titan entre Harald et Xebec sur Marie-Géas, Terre Sainte. Bien sûr qu'on veut savoir pourquoi et comment est-ce que Rogue Dig Zebek a réuni l'équipage le plus puissant et quel est son plan. Dans cette vidéo, on va aussi parler de rapport de puissance, de Dracul Mihawk, de épéiste pur et impur, du Davy Back Fight, de l'homme à la brûlure, du dernier Rio Poneglyph, de la trahison des 20 rois et de Baggy, fils de Xebec, sans oublier Shiki qui devient canon en s'appelant Shiki le Yakuza. Sangoku nous l'avait dit, Xebec a mis le doigt sur un tabou et on le découvre dans ce chapitre caché derrière toutes ces péripéties. Il nomme le nom de Davy Jones dans le château de Marie-Géas, Terre Sainte, devant l'antagoniste qui a réussi à mettre la main sur le monde depuis plus de 800 ans. Quel est ce secret? Je vais vous le révéler. J'ai une théorie concernant la victoire d'Imsama pendant le siècle oublié. Comment est-ce qu'il a réussi à retourner Zunesha? Comment est-ce qu'il a réussi à retourner Emmet? La victoire d'Imsama sur Joy Boy il y a 800 ans cache un terrible secret et Xebec a mis la main dessus. Je vous explique tout dans ma théorie à la fin de cette vidéo. C'est très certainement ma théorie la plus précise et la plus impressionnante depuis le début de ma chaîne. Et cette théorie va remettre en question tout ce que vous considérez comme acquis, le secret final d'Imsama, la menace de Rogue Dig Zebek. C'est dans cette vidéo, les amis. Bienvenue dans la review du chapitre 1155 de One Piece, une review qui me demande énormément d'énergie parce que comme vous le voyez depuis quelques semaines, j'attends un heureux événement et ça devrait tomber entre cette semaine et la semaine prochaine. Je sais pas vraiment quand est-ce que mon héritier va naître. Je vous partagerai bien sûr toutes les informations concernant ce qui est en train de se passer dans ma vie, mais j'essaye de m'avancer le maximum possible pour vous délivrer une review de qualité la semaine où il va m'arriver très certainement l'événement
l'événement le plus important de ma vie et la semaine où on a le meilleur chapitre. Donc si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir vu toute l'énergie que je suis en train de mettre malgré mon boulot, malgré tout ce que je fais à côté, malgré le rap. J'essaye de trouver à chaque fois des petits créneaux de temps pour pouvoir développer cette vidéo. À me donner votre avis en commentaire, je vous en remercie. Dans la vidéo du chapitre 1154, j'ai eu plus de 340 commentaires constructifs. Beaucoup d'énergie m'ont été partagées, les gars. Même les gens qui n'étaient pas d'accord l'ont fait avec une politesse et une justesse dans les commentaires. Je ne sais même pas si je suis digne d'avoir autant d'énergie positive. Je vous en remercie. 340 messages, je crois qu'il n'y a pas un seul haters. Aucune insulte envers ma personne. C'est la première fois, je crois, que je reçois autant d'amour et je suis désolé. J'ai fait une vidéo de 40 minutes. Ça a dû vous prendre du temps pour la regarder. Je suis vraiment désolé. Mais je vous remercie. Merci, je suis hyper content de vivre ça avec vous. N'hésitez pas encore à me donner votre avis en commentaire pour ce chapitre magnifique. Au moment où vous regarderez cette vidéo, il y aura peut-être un heureux événement dans ma vie. En tout cas, je vous le partagerai. Mais c'est un plaisir incroyable de mon côté de faire ce travail toutes les semaines. Et je vous en remercie, les gars. Passez une bonne vidéo. Allez, ciao. Bon, ce chapitre, c'est un petit peu un carjacking de Xebec qui va voler la vedette à Harald et Loki, il va leur voler leur flashback. C'est un petit peu ce que je critique dans cette arc Elbaf, c'est que finalement, il y a beaucoup trop d'éléments extérieurs qui viennent, qui sont hypants, on va pas se mentir, mais qui volent directement le lore d'Elbaf. Quand Shamrock est arrivé, les gens sont passés au second plan. Ensuite, c'est Im-sama qui débarque. Et maintenant qu'on a le flashback entre Loki et Harald, on se dit qu'on va peut-être avoir du lore de géant. Non, mon gars, c'est Xebec qui vient et qui impose directement son flashback. Alors, bien sûr, je suis hype. J'adore tous les événements qu'on a autour du personnage de Xebec. Et surtout, on peut un petit peu avoir plus d'informations concernant la force d'Harald. Ils ont pratiquement la même puissance lorsqu'ils s'affrontent sur Marie-Joas Terre Sainte. Il y a le ciel qui s'ouvre en deux, des éclairs de Haki, tout le monde qui perd connaissance dans les 5 km aux alentours, et on voit la puissance de ce personnage. Et on se pose la question, si Harald est si puissant, comment est-ce que des gardes ont réussi à le tuer? Comment est-ce que le gouvernement a réussi à le contrecarrer? Comment est-ce que Loki a réussi à le battre? Pourquoi et comment Harald est mort? Et surtout, qu'est-ce qui a fait naître en lui la flamme de la rébellion? Lui qui était si docile, qui voulait utiliser la diplomatie, qui refusait de s'allier avec Xebec parce que celui-ci était un fouteur de sbeul. Comment et quels événements ont fait que Harald change de positionnement? Est-ce que ce sont les événements de God Valley? Est-ce que Harald était impliqué directement, ou est-ce que c'est en apprenant ce qui s'est passé sur cette île-là qu'il a décidé de s'allier au gouvernement et de s'allier aux Chevaliers Divins? J'espère qu'on aura la semaine prochaine le flashback de God Valley pour en apprendre un petit peu plus sur tout ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que ça va avoir un lien direct avec le futur d'Elbaf et avec les événements qui vont nous être présentés à la fin de la vie d'Harald? Je suis pressé d'avoir les réponses à ces questions. Si tu as un avis, n'hésite pas à m'en parler en commentaire. Et tout de suite, on va parler des épéistes et notamment de Dracul Mihawk. Xebec est un épéiste hors du commun. Oda va peut-être développer le lore des épéistes, chose qu'il n'a jamais faite puisqu'on n'a jamais vu en 112 tomes un autre personnage que Zoro essayer d'obtenir le titre du meilleur épéiste. Titre qui est actuellement entre les mains de Dracul Mihawk, qui a 2 titres, meilleur épéiste et Shichibukai, et qui va créer un paradoxe dans le manga. C'est un des sujets les plus explosifs de la communauté. Quelle est la réelle valeur de la puissance de Dracul Mihawk? Si on se concentre sur son premier titre de meilleur épéiste de One Piece, ça veut dire qu'il est beaucoup plus fort que tous les personnages qu'on a vu se battre avec une épée, soit par exemple Shanks, Shamrock et bien d'autres. Mais il possède aussi le titre de Shichibukai, et les deux ne vont pas ensemble, car si il est plus puissant que Shanks, qui est, de ce qu'on a vu, un des personnages les plus puissants de l'or, si ce n'est le numéro 1 du verse One Piece, alors pourquoi est-ce que Dracul Mihawk a également besoin du titre de Shichibukai, qui est, je vous le rappelle, un titre qui permet aux pirates de ne pas être embêtés par la marine? La question légitime que je me pose, en voyant surtout la puissance de Shanks après Wano, quand il arrive à maîtriser un amiral qui est le grade le plus élevé de la marine en Wi-Fi avec son haki. On se dit que si Dracul Mihawk est plus puissant que ça, alors pourquoi est-ce qu'il a besoin du titre de Shichibukai? Il pourrait lui aussi tenir à respect ou maîtriser n'importe quel membre de la marine. Mais
Certaines personnes ont essayé d'expliquer cela avec le concept d'épéiste pur et d'épéiste impur. Un épéiste pur, ça serait un épéiste qui se bat uniquement avec son épée. Et ils disent donc que Shanks, comme il utilise son épée mais également son haki, alors c'est un épéiste impur, donc il ne concourt pas pour le titre de meilleur épéiste. Techniquement, c'est un argument qui se vaut, mais dans la réalité de One Piece, est-ce que vous vous imaginez un seul instant un personnage comme Shanks se battre sans son haki lorsqu'il a des différends avec Dracul Mihawk, perdre et laisser faire que Dracul Mihawk ait le titre de meilleur épéiste? Rappelez-vous Shanks, quand on brûle à peine son drapeau, son statut de Yonko fait qu'il est obligé de se déplacer pour aller corriger la personne qui a entaché sa réputation et qui a brûlé son drapeau. Il explique même que tous les villages qu'il protège grâce à son drapeau pourraient être mis en danger si un jour la renommée de Shanks devrait être entachée. Donc, je ne vois pas des adversaires se battre sans utiliser 100% de leur capacité. Je ne vois pas Shanks se battre contre Mihawk sans utiliser son haki, ce qui veut dire que ce titre de meilleur épéiste expliquerait que Mihawk est plus puissant que Shanks. Mais alors, vu la puissance actuelle de Shanks, pourquoi a-t-il eu besoin de son titre de Shichibukai pour être tranquille? Tous ces arguments ont été traités par la communauté, il y a plusieurs explications à cela, mais il n'y a aucune explication légitime qui rendrait logique et le titre de Shichibukai et le titre de meilleur épéiste de la part de Dracul Mihawk. Donc, avec cet encart qui nous explique que Xebec est un épéiste hors du commun, j'espère de tout mon cœur qu'on aura un développement du lore des épéistes dans One Piece et qu'on ait une réelle explication sur le niveau de Dracul Mihawk. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire concernant cette partie très spéciale et explosive de One Piece. Bon, dans cette partie, je vais encore développer quelque chose qui peut mettre en rogne la communauté, donc excusez-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais dans ce chapitre, on a une information importante qui est vraiment cachée. Quand on regarde la prime de Rock Xebec, il a exactement la même pose de Baggy, et depuis la semaine dernière, on a de sérieux doutes sur le fait que Baggy soit aussi le fils de Rock Xebec. Déjà, Xebec a une coupe bicolore, et en plus, quand on regarde la moitié de sa face, elle correspond vraiment à Baggy le clown. Il y a un côté qui correspond à Marshall Detich et l'autre qui correspond à Baggy le clown. Mais on avait encore des doutes concernant le lien de parenté entre Xebec et Baggy. Mais cette semaine, avec la prime de Xebec, il y a plus de doute possible que Oda essaye de nous donner quelques indices concernant la paternité de Baggy. Je trouve que c'est dommage parce que dans les 4 empereurs, on avait 3 d'entre eux qui étaient liés à la destinée. Bien sûr, Luffy est lié à la destinée parce que voilà, c'est l'élève de Shanks, c'est le fils de Dragon, le petit-fils de Garp. Ils partagent le même rêve que Gold et Roger et en plus le même fruit du démon que Joy Boy, il est l'enfant de la prophétie de la destinée Nika, le dieu soleil. On a également Shanks qui est un enfant de la prophétie et la semaine dernière on a appris que Barbe Noire n'était ni plus ni moins que le fils de Rock Xebec. Il restait que Baggy qui était un pirate normal qui était né de personne et qui était arrivé jusqu'au niveau Yonko par la force de ses propres ambitions. Et là non, avec cet indice, Baggy aussi est un fils de... One Piece est un manga qui met en avant la destinée et si tu n'es le fils de personne, tu ne peux en aucun cas arriver au sommet de la piraterie et je trouve ça dommage. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que Baggy est le fils de Xebec? Est-ce que tu valides un petit peu ce lien de parenté ou est-ce que tu te dis que c'est dommage, on aurait bien aimé avoir parmi les 4 Yonko un pirate qui soit issu de rien ni de personne? Et on va voir dans la suite pourquoi c'est hyper important. On en a vu des personnages puissants dans One Piece, mais les personnages qui nous ont le plus marqué, c'est pas forcément les personnages les plus puissants, c'est les personnages les plus libres. Et le plus souvent, les deux sont étroitement liés. Prenons par exemple le personnage de Shanks. Ce qui nous choque, c'est pas sa puissance, par exemple quand il a réussi à arrêter Aramaki ou lorsqu'il a one-shot Kid. La puissance suggérée du personnage de Shanks est faite par sa liberté. En effet, il arrive à venir à Marineford et arrêter la guerre juste en une seule demande et il obtient de la marine de récupérer la dépouille de Ace et de celle de Barbe Blanche. Il arrive directement à s'infiltrer jusqu'à la rêverie et à parler aux 5 doyens. C'est ces actions de liberté qui nous montrent que sur les océans de One Piece, le personnage le plus puissant est le personnage de Shanks. Et l'auteur dans ce chapitre 1155 va faire exactement la même chose avec le personnage de Xebec. Non seulement on sait
par plusieurs de ses actes que c'est le personnage le plus puissant, mais c'est également le personnage le plus libre. Et il a une liberté qui n'a rien à envier au personnage de Shanks, puisqu'on nous explique dans ce chapitre qu'il n'a fait rien de moins qu'enlever 5 rois pendant la rêverie, qui est normalement l'événement le plus sécurisé du monde de One Piece. Il a également détruit une porte de la justice, qui est une porte qui est indestructible, une porte qui a mis en péril Luffy et son équipage après Impel Down, ou qui était un petit peu le compte à rebours pendant les événements d'Enies Lobbies. Si Robin passait au-delà de la porte de la justice, il était impossible de la récupérer. Xebec, lui, a réussi à la détruire. En ce qui concerne également l'économie, il a réussi à s'emparer d'un vaisseau de dragon céleste contenant plusieurs trésors. Donc même sur cet aspect-là, il n'y a personne qui puisse arrêter la liberté de Rock D. Xebec. Oda, par cette démonstration, nous montre la puissance du personnage de manière subjective, non pas par la puissance qu'il a au niveau de la force, mais par la puissance qu'il a au niveau de la liberté, puisqu'il n'y a aucun événement, aucune sécurité, aucune transaction qui peuvent se faire dans le monde de One Piece sans que Xebec puisse mettre la main dessus s'il en a envie. Mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Oda a décrit de cette manière ce personnage. Avant de vous parler de ce pouvoir d'Im-sama que convoitise Xebec pour mettre directement la main sur le monde, on va parler de l'équipage des Rocks et des ambitions de chacun, puisqu'elles vont être développées directement dans ce chapitre pendant ce repas. Certains vont nous donner un petit peu les raisons pour lesquelles ils suivent Rock D. Xebec. On va commencer par Shiki. Shiki, le Yakuza, qui est canon depuis le chapitre 1155. Il est nommé Shiki. On ne parle pas uniquement du Lion d'Or, mais bien de Shiki, le Yakuza. Je ne pourrais plus dire que Shiki n'est pas canon, mais je suis très content d'avoir le développement de ce personnage. Il va nous expliquer qui suit Rock D. Xebec comme ça, que même si celui-ci meurt, eh bien ce n'est pas grave, et qu'il ne suit absolument pas Xebec pour sa personnalité. Autrement dit, il élude la question et il passe à côté de ses réelles ambitions personnelles. On va avoir un peu plus de détails avec Stussy, qui va nous expliquer que ce qui l'intéresse, elle, c'est l'argent, très certainement pour financer ses différentes expériences scientifiques, puisque Stussy est une scientifique. Et en ce qui concerne l'argent, on va avoir beaucoup plus de détails sur les prochaines étapes de cet équipage, et c'est Barbe Blanche qui va nous introduire l'île de la Ruche. L'île de la Ruche est une île très importante pour deux raisons. Déjà, c'est un repère de pirates. Les pirates les plus machiavéliques du monde de One Piece, puisque ce sont les prisonniers que l'intégralité du monde ne veut même pas dans leur propre prison. C'est donc une île d'exil, une île qui ressemble au film Papillon, où on envoie un petit peu les pires racailles, les pires pirates, les pires personnalités de tous les océans. Xebec veut mettre la main dessus pour cette raison. C'est un petit peu un parallèle avec Barbe Noire qui se rend au 6e étage d'Impel Down pour pouvoir recruter les pires pirates, tel père, tel fils. Mais à travers les autres pirates comme Ochoku, on va apprendre qu'il y a un deuxième secret qui est hyper intéressant dans cette île de la Ruche, c'est qu'elle abriterait des gisements d'or qui permettraient aux Rocks d'être incroyablement riches. Et comme on sait que l'argent c'est le nerf de la guerre, c'est quelque chose de terriblement important pour l'ambition de Rock D. Xebec et de son équipage. On va avoir également d'autres ambitions de certains pirates, comme par exemple très certainement le père de Caribou, qui va aussi nous expliquer tout l'intérêt qu'il va avoir pour la ruche, et c'est lui qui va mettre la main dessus entre la mort de Xebec et l'arrivée de Barbe Noire. Et c'est là que j'attire votre attention. Effectivement, toutes ces ambitions des équipages des Rocks sont des ambitions qui sont matérialistes. Et Rock D. Xebec aurait pu les appâter uniquement avec son plan, celui de rejoindre la ruche et de devenir incroyablement riche. Mais c'est pas ce qu'a fait Xebec. Xebec leur a imposé un Davy Backfight. Il leur a imposé ce jeu-là pour pouvoir les recruter, alors que ces pirates sont intéressés uniquement par des buts matérialistes. Donc, ma théorie, c'est que si Rock D. Xebec l'a fait, c'est pour s'assurer de leur allégeance. Le pouvoir du Davy Backfight permet d'avoir l'allégeance de n'importe quel pirate, même si ceux-ci ont des ambitions qui sont matérialistes. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est le pouvoir le plus puissant de One Piece et pourquoi est-ce que Im-sama a très certainement gagné contre Joy Boy grâce à ce pouvoir dans la prochaine partie.
Dans One Piece, on avait plusieurs prétendants au poste d'antagoniste final de One Piece, Barbe Noire, Im-Sama et Rock Dixebec. Et dans ce chapitre 1155, il y a deux des antagonistes finaux présumés qui se sont rencontrés et on va analyser la teneur de leurs échanges pour voir qui, à la fin, sera l'antagoniste final de One Piece. Déjà, en termes de liberté, on ne peut pas faire mieux que Xebec qui a réussi à se rendre non pas à la salle du trône, mais au jardin des papillons pour rencontrer directement Im-Sama, ce qui montre que ce n'était pas la volonté d'Im-Sama d'être dérangé, mais que c'est bien la puissance et la liberté de Xebec qui a permis cette rencontre. Je dirais donc un premier point pour Xebec. Ensuite, s'il est jusqu'ici, pour arriver à sa finalité de gouverner le monde, il aurait très bien pu tuer Im-Sama, mais il se trouve qu'il ne l'a pas fait. Il s'est contenté d'échanger avec elle et de lui faire une sorte de menace. Donc pour moi, à ce moment-là, il y a 8 ans, au moment du flashback, Xebec n'avait pas la force nécessaire pour pouvoir tuer Im-Sama. Mais il dit une phrase, je reviendrai. Il estime donc pouvoir obtenir cette force nécessaire pour pouvoir un petit peu obtenir le trône du monde. Et il cite le nom de David Jones. Donc ce nom est forcément un indice qui permettrait à Xebec de mettre la main sur le trône vacant, donc de battre Im-Sama. Mais bien plus que pouvoir un petit peu recruter un équipage, je pense qu'il y a un pouvoir beaucoup plus ancien et beaucoup plus puissant qui pourrait permettre à Xebec de battre Im-Sama. Et à mon avis, cet avertissement qu'il donne à Im-Sama viendrait peut-être d'un secret que cache Im-Sama concernant sa conquête du pouvoir, et on va en parler en fin de vidéo. Vous n'êtes absolument pas prêts avec ce que je vais vous dévoiler. Deux des personnages les plus puissants de l'œuvre se rencontrent dans ce chapitre. Deux des trois personnages qui peuvent être les antagonistes finales de l'œuvre se retrouvent dans ce chapitre. Et la teneur de leurs échanges tourne autour du personnage de David Jones. Et quand ces deux personnages se rencontrent et discutent, c'est forcément pour prendre le dessus sur leur adversaire. Donc David Jones sera la clé qui permettra à Xebec de prendre le dessus sur Im-Sama d'une manière ou d'une autre. Et pour comprendre dans quelle mesure cela peut être fait, il faut revenir sur la légende de David Jones. On a très peu d'informations, mais juste en les analysant, on peut faire des théories qui sont vraiment crédibles. David Jones a vécu dans le passé. C'est un pirate, donc déjà on peut essayer de dater à quelle époque il vivait. Et comme on sait que Joy Boy est le premier pirate et qu'il a vécu il y a moins 900 ou moins 800 ans, on peut dire que David Jones a vécu entre il y a moins 900 ans et la date d'aujourd'hui. Donc forcément, il n'a pas vécu pendant le premier monde. Ensuite, c'était un pirate tellement cruel que le diable lui a jeté un sort qui l'obligeait à vivre au fond de l'océan. Et déjà, cette phrase, on peut l'interpréter. Le diable. Celui qui représente le plus le diable dans One Piece aujourd'hui, c'est Im-Sama. On le voit avec ses cornes, c'est le demi-réversi, et c'est le maître du monde. C'est celui qui correspond le plus à la définition du diable. Donc, on peut interpréter que entre il y a moins 900 ans et aujourd'hui, Im-Sama a jeté un sort à David Jones, et pas n'importe quel sort. Il l'a condamné à vivre au fond de l'océan. On sait également que le gouvernement, de par la guerre il y a 900 ans et par l'utilisation de Mother Flame aujourd'hui, fait monter le niveau des océans et n'a aucun problème avec ça. Il y a trois hypothèses qui pourraient pousser le gouvernement à faire monter le niveau des eaux. 1. Le gouvernement veut isoler tous les peuples et comme Joy Boy est le premier pirate et qu'on voit que la navigation n'est toujours pas optimale au niveau du développement, il y a encore moins 100 ans puisque Harald apprend aux humains à naviguer avec la technologie qui permet aux bateaux de naviguer ou avec des connaissances comme l'étoile polaire qui permet un petit peu de se repérer dans l'océan. On peut se dire que Im-Sama avait la volonté d'isoler les peuples avec la montée des eaux. 2. L'océan, ça reste le point faible des possesseurs de fruits du démon. Donc, il ne serait pas déconnant que Im-Sama augmente la surface qui serait le point faible des gens qui possèdent des fruits du démon. Si on s'imagine un petit peu que ce pouvoir a fuité à Im-Sama, que pour une quelconque raison que ça a échappé au diable en personne, on pourrait se dire que pour pouvoir pallier à cela, elle augmenterait la surface dans laquelle ses pouvoirs sont inefficaces. Et enfin, 3, mettre de la distance entre elle
et Davy Jones. En effet, si elle condamne Davy Jones à vivre au fond des océans, plus tu augmentes la montée des eaux et plus tu mets de la distance entre toi et Davy Jones. Mais pourquoi mettre de la distance entre toi et le personnage que tu as ensorcelé? Quelle est la puissance enfouie de Davy Jones qui fait peur à Im-sama? Et on va en parler juste après parce que Davy Jones fait peur d'une façon ou d'une autre à Im-sama et Xebec essaye de mettre la main dessus. Bon, maintenant qu'on sait que Davy Jones est une menace pour Im-sama, on le sait parce que Xebec est venu jusqu'à sa chambre pour lui dire ce nom, on le sait parce que dans la légende c'est le diable qui a condamné Davy Jones, il y a forcément un lien entre Im-sama et Davy Jones, un lien que peut exploiter Xebec. Il part en disant qu'il reviendra, donc il va essayer de mettre la main un petit peu sur ce pouvoir, sur cette opportunité qui lui permettrait de prendre le dessus sur Im-sama. Et il va faire un jeu, le Davy Back Fight, qui est une référence directe à Davy Jones. Le Davy Back Fight, c'est un jeu qui paraît anodin et inoffensif et qui permet d'affronter un autre équipage pirate sur 5 épreuves et de voler un membre de l'équipage adverse en cas de victoire. C'est un jeu qui paraît simple et d'ailleurs Xebec va le faire pour agrandir son équipage. C'est comme ça qu'il a réussi à avoir des pirates qui n'en font qu'à leur tête comme Barbe Blanche, Shiki, Big Mom, Kaido, etc. C'est uniquement grâce à ce jeu qu'il a réussi à réunir des pirates qui sont indomptables et qui ne se seraient jamais entendus les uns aux autres. Et dans ce cas-là, je me pose la question, comment ça se fait que des pirates avec des aussi gros caractères respectent les règles du Davy Bad Fight? La base d'un pirate, c'est de ne pas respecter les règles. Pour des personnages comme Barbe Blanche, qui ont de très fortes valeurs, je peux comprendre que, suite à leur défaite, eh bien, ils tiennent parole et qu'ils restent dans l'équipage de Xebec. Mais quand on voit le caractère de certains personnages, comme Big Mom, comme Kaido ou même comme Shiki, je les vois mal rester dans l'équipage de Xebec juste parce qu'ils ont perdu un jeu il y a plusieurs années qui s'appelle le Davy Back Fight. Donc j'imagine que les règles du Davy Back Fight ne sont pas uniquement des règles à l'oral qu'il faut respecter, mais qu'il y a un pouvoir ou un enchantement derrière qui oblige les pirates qui ont quitté leur ancien équipage à rester dans l'équipage qui les a gagnés. Et c'est très certainement ce pouvoir que veut posséder Xebec pour pouvoir affronter Im-sama. C'est pas uniquement d'avoir l'équipage le plus fort possible grâce à un jeu qui serait respecté par des pirates qui ne respectent rien, c'est que derrière il y a un véritable pouvoir qui oblige les gens à respecter leurs paroles lorsqu'ils perdent. Et je suis sûr que Xebec veut mettre la main dessus et je vais vous expliquer pourquoi. Mihawk a dit une des phrases les plus importantes du manga pour comprendre tout ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. Il a dit en voyant Luffy à Marineford que le pouvoir le plus puissant c'était celui de fédérer toutes les personnes autour de soi, autour de son objectif. Et quand on fait le lien avec la partie précédente et le pouvoir du Davy Back Fight, on se dit que si le Davy Bad Fight sont des règles qui obligent les personnes à respecter leurs paroles, soit les pirates qui ont été volés dans un autre équipage à rester dans l'équipage, alors en quelque sorte on a un pouvoir équivalent à celui de Luffy. Et imaginez que Im-sama a utilisé ce pouvoir-là pendant le siècle oublié. En effet, quand on voit un petit peu les relations qu'on a eues entre Zunesha et Joy Boy et entre Emmett et Joy Boy, on voit que ce sont des personnages qui se sont excusés. On est parti directement sur des trahisons en se disant que Zunesha ou Emmett avaient peut-être pour X ou Y raison trahi Joy Boy pour rejoindre Im-sama. Mais imaginez qu'à l'époque et avant d'envoyer le sortilège à Davy Jones, Im-sama avait ce pouvoir de faire un jeu avec une personne, mais que si cette personne perdait, elle était obligée de lui obéir. Un pouvoir qui ressemble vraiment au pouvoir du diable et au pouvoir de pactiser. Donc, le pouvoir original de Davy Jones était très certainement un pouvoir que maîtrisait Im-sama et qui lui a permis de retourner des proches de Joy Boy comme Zunesha et Emmett qui aujourd'hui s'excusent. Non pas parce qu'ils ont volontairement trahi Joy Boy, mais parce qu'ils ont perdu une partie avec Im-sama, une partie qui les a obligés à trahir Joy Boy
pour rejoindre le diable. Et c'est pas tout, il est également fort possible que les 20 rois qui aient trahi Joy Boy pour rejoindre Im-Sama et renverser directement l'ancien royaume soient à l'origine des réels alliés de Joy Boy qui est perdu au jeu contre Im-Sama et qui a été obligé de trahir Joy Boy suite à la perte au jeu. Et c'est ce pouvoir très précis que veut récupérer Xebec parce que grâce à cela, il va pouvoir recruter Im-Sama en la faisant jouer à un jeu très certainement, en réussissant à la vaincre à ce jeu et en la recrutant dans son équipage. Et ce recrutement serait scellé grâce au pouvoir de David Jones. Im-Sama, sachant qu'elle avait un pouvoir trop puissant, a ensorcelé David Jones pour que celui-ci soit au fond de l'océan. Elle a fait monter le niveau des jeux pour que personne ne puisse mettre la main sur ce pouvoir et c'est ce que va essayer de faire Xebec. Le Davy Backfight est un jeu où tu peux voler un pirate dans l'équipage adverse en cas de victoire, mais ce que très peu de personnes savent, c'est que tu peux également voler le drapeau pirate de ton adversaire en cas de victoire. Mais les pirates aujourd'hui en lice pour le One Piece ne cherchent ni un nouvel équipier, ni un drapeau. Ce qu'ils veulent, c'est mettre la main sur le dernier Rio Poneglyph. Alors imagine que Oda dessine la fin qui correspondrait le plus à One Piece et à la piraterie en faisant de David Jones l'homme à la marque de feu qui serait le possesseur du dernier Rio Poneglyph. Ça fonctionnerait très bien avec ce dernier bateau noir qui serait entouré de tourbillons, ce qui pourrait représenter le bateau de cet homme qui a été condamné à vivre au fond des océans et qui mettrait en jeu pour le dernier Davy Backfight de légende non pas le fait de voler un pirate dans l'équipage de ton adversaire ni même le drapeau, mais en mettant en jeu le dernier Rio Poneglyph, un dernier jeu qui permettrait aux 3 derniers pirates, les 3 représentants du dé, Marshall D, Teach, Monkey D, Luffy, Baggy, si c'est le fils de Xebec, de se battre pour mettre la main sur le dernier Rio Poneglyph qui permettrait d'aller jusqu'au One Piece. Comme l'a dit Baggy, la course finale n'est pas une question de puissance, c'est une chasse au trésor. Comme l'a dit Barbe Noire, il y a des batailles qu'on ne gagne pas avec les points. Si David Jones serait le tout premier représentant des dés, le tout premier à avoir la volonté du dé, on pourrait boucler la boucle en se faisant affronter les 3 derniers détenteurs du dé, Baggy, Marshall D, Teach, Monkey D, Luffy, pour avoir le dernier trésor, le One Piece. Oda pourrait exploiter la plus grande légende pirate David Jones pour boucler son aventure et sa chasse qui a duré pendant 28 ans entre les 3 derniers prétendants porteurs de la volonté du dé et qui peuvent aujourd'hui prétendre à mettre la main sur ce trésor. Si tu valides cette théorie, n'hésite pas à me mettre David Jones en commentaire et à me donner directement ton avis les gars.